Bonjour Patrick Chamoiseau. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous avez obtenu le prix Goncourt, je le rappelle, la plus belle récompense littéraire française en 92 pour votre roman Texaco. C'est le nom d'un quartier de Fort-de-France, en Martinique, l'île où vous êtes né il y a quelques années maintenant. Vous avez écrit des romans, des contes, des scénarios de films et des essais consacrés notamment aux lettres créoles et à la créolité. On va en reparler dans un instant. Mais vous venez de publier au Seuil, Frères migrants au pluriel, un livre comme on pourrait dire un cri de révolte poétique contre la barbarie de notre monde, un livre qui accompagne les migrants sur leurs bateaux en Méditerranée et ailleurs, dans ces camps d'un autre monde. Ces migrants, Patrick Chamoiseau, ce sont nos frères, ce sont vos frères. Oui, moi je pense qu'il fallait d'abord récupérer le terme, ce qui fait que aujourd'hui, lorsqu'on dit migrants, on n'est plus dans une catégorie juridique. On connaissait les réfugiés, etc. Mais migrants, ça devient une masse indistincte qu'on peut laisser mourir. Et il me paraissait important à la fois de ramasser ce terme et de lui donner des perspectives nouvelles, d'ouvrir des lignes de fuite et des images. Et lorsque j'ai commencé à écrire ce texte, l'idée était plus de pas simplement laisser penser qu'on avait affaire à un problème humanitaire. C'est un problème humanitaire parce qu'il y a des milliers de personnes qui meurent chaque jour comme ça inlassablement dans la Méditerranée. Ce n'est pas seulement un problème politique. Problème politique pourquoi? Parce que le cadre international de l'hospitalité reste à construire et s'est effondré. On voit bien que une grande puissance comme l'Europe n'est pas en mesure d'accueillir quelques milliers de personnes. Non, il y a toutes ces problématiques-là, mais ce qui était le plus important, c'est de se dire, mais ce mouvement-là, ces gens qui affrontent les flots, ces familles comme ça qui risquent leur vie pour aller vers un horizon, sont en train de nous dessiner un autre monde. Ouais. C'est comme s'ils perçaient les horizons de nos vieux imaginaires pour dégager des lignes de fuite, des images, des couleurs, des tressaillements, des vertiges que nous ne connaissons pas et qu'il nous faut apprendre à interpréter, mais interpréter sur une base poétique. Ouais. Le poétique, pour moi, c'est tout ce qui est en dehors de la nécessité de la survie, de la sécurité, de l'économie, tout ce qui fait l'humain, l'amour, l'amitié, la bienveillance, la solidarité. Et à partir de là, j'ai poussé non pas quelque chose contre, mais plus, je dirais, j'ai libéré de petites lueurs. J'allais vous demander ce que le poète ou l'écrivain que vous êtes pouvait faire pour ces migrants, mais vous venez déjà de répondre. Alors, c'est ce que vous appelez en fait, vous dites la misère de ces migrants, c'est le symptôme de cette barbarie nouvelle. Et vous appelez ça le paradigme du profit maximal, c'est-à-dire c'est le tout profit d'un côté et la pénurie de l'autre. Bien sûr, parce qu'il nous faut identifier une nouvelle forme de barbarie. C'est vrai que depuis que l'Europe s'est organisée, que le monde entier est soumis au dogme du néolibéralisme, il y a une relative pacification. On n'est plus dans les barbaries archaïques avec des massacres, des guerres mondiales, etc. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit qu'il y a une progression des précarités, il y a un développement des misères, et puis brusquement, comme ça, dans cette paix générale, cette espèce de pax economica, on a ces surgissements de migration et au cours desquels on laisse mourir des centaines de personnes. Ouais. Donc on se dit, si un système politique, si un imaginaire politique, si des systèmes de représentation individuelle et collective sont capables de laisser mourir des milliers de personnes, c'est qu'il y a une forme de barbarie qui est agissante en nous et qui travaille les imaginaires dominants. Alors, il y a d'autres barbaries, le racisme, la xénophobie. Je vais lire à la fin du livre, vous écrivez une très belle déclaration des poètes. Alors, je vais en lire un court extrait, c'est le paragraphe 7. Les poètes déclarent que le racisme, la xénophobie, l'homophobie, l'indifférence à l'autre qui passe, qui souffre et qui appelle sont des indécences qui, dans l'histoire des hommes, n'ont ouvert la voie qu'aux exterminations et donc ne pas accueillir, même pour de bonnes raisons, celui qui vient, qui passe, qui souffre et qui appelle est un acte criminel. Ah, bien sûr, je pense qu'il fallait le rappeler, ça paraît évident, mais quand je dis les poètes, je pense à tous ceux qui se situent du côté de l'humain. Vous savez, l'humain est composé de deux grandes parties, fondamentalement une partie prosaïque, les nécessités de la survie, la sécurité, le boire et le manger. Mais il y a une autre partie que le système libéral ne prend pas en compte, c'est cette nécessité d'un épanouissement personnel sur les bases de la bienveillance, de l'amour, de la fête, de la solidarité, de la rencontre avec l'autre. Et toute cette dimension-là, c'est la partie poétique. Et lorsque je dis les poètes, ce sont ceux qui se situent du côté de l'humain et qui regardent le système mondial qui est organisé aujourd'hui et qui devient barbare
et qui leur dit non, du point de vue de la part poétique de l'humain, nous pouvons imaginer un autre monde. Nous pouvons donner d'autres fonctions aux frontières. Non pas des fonctions de guillotine meurtrière, mais des fonctions de partition, je dirais, de déploiement de différentes saveurs, de différentes partitions qui montrent entre les différences, enfin, entre les différents peuples, les différentes langues, qui tracent comme ça des petites lignes qui ne séparent pas, mais qui relient. Alors justement, quand on cite votre nom, celui de Raphaël Confiant, qui sera d'ailleurs l'invité du 64 minutes la semaine prochaine, on pense à la créolité. D'abord, je voudrais vous demander d'où vient ce mot créole ou ces mots créole, créolité. Ça vient d'où? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, pendant la colonisation en Amérique, on appelait créole les Blancs qui étaient nés sur place. C'était pour les distinguer de ceux qui étaient nés dans les pays d'origine. Donc, quand un Blanc était né aux Amériques, on disait qu'il était un créole, c'est-à-dire qu'il était acclimaté au pays. Et par la suite, on a appelé les chiens créoles, cochons créoles, les plantes créoles, les nègres créoles, tous ceux qui étaient nés sur place, pour les distinguer de ceux qui venaient d'ailleurs. Mais lorsque Glissant a commencé à analyser le phénomène qui s'était produit pendant l'esclavage et la colonisation, et il s'est aperçu que finalement, des peuples, des civilisations, des imaginaires, des dieux, des langues, des conceptions du monde s'étaient fracassés dans les plantations esclavagistes et avaient produit des peuples composites, des cultures composites, des visions du monde composites. Et c'est ce qu'il a appelé le processus de créolisation. Et la créolisation donne des créolités. On va revoir tout à l'heure Glissant, Édouard Glissant, qui est un autre grand écrivain martiniquais comme vous. Mais justement, encore sur la créolité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une identité créole ou est-ce qu'on parle trop des identités? Oui, c'est-à-dire que pendant tout le processus de décolonisation, il a fallu s'opposer à la domination occidentale, à la domination colonialiste, un peu sur les bases qu'avait installé le colon. Et le colon, lorsqu'il installait une domination, il valorisait tous ses attributs culturels. Donc son identité qui devenait une identité dominatrice, qui devenait la référence du vrai, du juste, du beau. Et c'est vrai que les décolonisations ont confronté à l'identité dominante une sorte de revendication identitaire basée sur les atavismes du pays dominé. Et ce qui est vrai que pendant longtemps, toute la résistance à l'Occident a été sur une base identitaire. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sensibles à la question relationnelle. Les peuples, les cultures, les civilisations se sont rencontrés, les individus sont libérés des corsets communautaires, et ce qui définit aujourd'hui l'existence d'une personne ou la perception qu'elle peut avoir d'elle-même, ce sont des flux relationnels. L'identité est devenue une dynamique relationnelle. Plus qu'une racine, plus que des racines. Ah, bien sûr. Et ça, c'est l'héritage. Elle ne l'a jamais été. Mais la perception que nous en avons, nous sommes obligés aujourd'hui dans le tout-monde, ce que Glissant appelle le tout-monde, le monde relié, de nous concevoir comme des dynamiques relationnelles. C'est votre héritage et celui d'Édouard Glissant. Dire qu'en fait, l'identité créole ou la créolité, c'est pas le repli régional sur les Antilles. Au contraire, c'est l'éloge de la relation, de la mixité. Oui, c'est déjà un constat de quelque chose qui s'est produit, qui a produit du nouveau. On ne peut pas comprendre le jazz si on n'a pas la dynamique relationnelle. Le jazz, c'est pas une musique africaine, c'est pas une musique amérindienne, c'est la rencontre de tous ces peuples qui, à un moment donné, ont été forcés de vivre ensemble et de produire du nouveau. Alors, on va voir Édouard Glissant, qui était l'invité, on en a parlé, là, de TV5 Monde en janvier 2009, au moment où Barack Obama, qui est le premier noir ou métis, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui devenait le président des États-Unis, il incarnait d'une certaine manière, lui, tous les oubliés de l'histoire américaine. On écoute Édouard Glissant. Washington et Jefferson, les grands héros de la Révolution américaine, qui ont écrit dans le texte de la Déclaration d'indépendance ces choses magnifiques que vous savez, tous les hommes naissent égaux, etc., étaient des possesseurs d'esclaves. Alors, il y avait un non-dit, à moins qu'on considère les Noirs comme des sous-hommes. Le fait est que Barack Obama rattrape l'histoire des États-Unis. Et c'est la chose importante. Il fait qu'il peut introduire à l'heure actuelle dans l'histoire des États-Unis tous les à côté. Les Noirs, les Métis, les Chinois, les Japonais, les Coréens, etc., etc. Ils peuvent les faire entrer dans l'histoire des États-Unis, alors que jusqu'ici, l'histoire des États-Unis était non pas confisquée, mais plus ou moins
établi comme une officialité d'une partie des États-Unis. Alors Patrick Chamoiseau, Obama, il rappelle, en fait, il incarne le fait que les États-Unis ont une identité multiple. Ah, bien sûr, tout ce qui était dans l'ombre, c'est-à-dire toute la part humaine, profonde, oubliée, méprisée des États-Unis, surgissait brusquement à la tête de l'État. Alors maintenant, après Obama, on a Donald Trump. Oui, c'est-à-dire que un retournement de l'histoire. C'est un retournement de l'histoire. C'est-à-dire que les démocraties aujourd'hui sont devenues assez erratiques et on a le pire comme le meilleur. Là, on a eu le meilleur avec Obama. Là, on a le pire avec Trump. Mais ce que ça nous montre, c'est que lorsqu'une partie de la population est en position dominante, il y a un dessèchement de l'imaginaire, il y a un effondrement intellectuel. Et Trump symbolise vraiment cette vieille domination blanche qui a exercé son pouvoir sur toute la réalité composite des États-Unis et qui, pour des raisons un petit peu de réaction au phénomène relationnel, a une sorte de, je dirais, de sursaut d'agonie. Ouais. Et ça nous donne Trump. Mais on voit bien que du côté d'Obama, il y a beaucoup plus d'horizontalité, il y a beaucoup plus de vision, il y a beaucoup plus de sensibilité au monde, ce qui fait que lorsqu'on est en position dominée, on a paradoxalement une vue beaucoup plus large, beaucoup plus longue et beaucoup plus profonde. Malgré tout, la place des Noirs aux États-Unis n'a pas beaucoup progressé, ne s'est pas amélioré sous le double mandat d'Obama. C'est-à-dire que le racisme aux États-Unis est quasiment structurel. Il y a des pesanteurs historiques terribles. Lorsqu'un policier blanc aux États-Unis se trouve en face de Noirs, il a des millénaires de racisme organisé, institutionnalisé qui pèsent sur les épaules et on ne balaye pas ça d'un coup. Mais l'élection d'Obama a quand même injecté dans l'imaginaire américain quelque chose qui, à mon avis, devrait renverser pas mal de barrières et pas mal de murs dans les années qui viennent. Alors Patrick Chamoiseau, vous participez ce week-end au Festival du livre et du film Étonnant voyageur à Saint-Malo. On en revient d'ailleurs aux migrants au début de notre entretien, aux migrants de votre livre. Ceux qui meurent en Méditerranée, ce sera aussi l'occasion à Saint-Malo de réveiller notre indifférence. Ah, bien sûr, et rappeler que la parole ne doit pas être laissée aux seuls experts, aux économistes, aux sociologues, mais que lorsque des écrivains se rencontrent, lorsqu'il y a de la littérature, lorsqu'il y a de l'art, lorsqu'il y a des visions esthétiques, on est véritablement dans ce que la politique a de plus noble. Il y a une dimension poétique de la politique qu'il nous faut un petit peu rappeler. Et ce grand rassemblement d'écrivains ne pouvait pas laisser de côté un phénomène qui est celui de la mort de milliers de personnes en Méditerranée. Merci Patrick Chamoiseau. Et je signale que demain lundi, vous serez à Paris, au Trianon. Vous participerez à un spectacle du GISTI organisé par le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Avec l'idée de la liberté de circulation pour tous. Merci beaucoup. Je rappelle votre très beau livre, Frères migrants, aux éditions du Seuil. Merci Patrick Chamoiseau. Merci. À bientôt. Beaucoup.